Bonjour et bienvenue à Focus catholique. Aujourd'hui à l'émission, nous sommes à l'Hôtel-Dieu de Montréal pour vous parler de la vénérable Jeanne Mance et qui, vous allez le voir dans le reportage, a non seulement marqué la vie de l'Église du Québec par son dévouement auprès des plus pauvres et des malades, mais également de la ville de Montréal puisqu'elle fut reconnue comme la fondatrice de ce qui s'appelait encore à l'époque Ville-Marie. Le monastère des religieuses hospitalières de Saint-Joseph est un bâtiment très connu de la ville de Montréal. Y entrer, c'est comme accéder aux racines de notre histoire collective. C'est sœur Thérèse Paillère, religieuse passionnée par la vie de la vénérable Jeanne Mance, qui nous a accueillis et fait visiter ce lieu exceptionnel où se croisent à la fois des œuvres d'art sacrées d'une grande beauté, ainsi que des pièces où l'architecture digne des grandes églises romaines témoigne d'une piété qui se perpétue à travers les siècles. Non moins lumineux fut l'accès privilégié à la crypte où reposent des centaines de religieuses ayant donné leur vie au Seigneur présent dans le cœur des malades dont elles prirent soin comme leur seul véritable trésor. Tout au fond, adjacent à l'autel sur lequel la messe est toujours célébrée, nous trouvons ce lieu unique, ce lieu où reposent les restes de la vénérable Jeanne Mance et des premières mères françaises et qui attendent patiemment le jour de la résurrection. De cette visite émouvante, j'en suis sorti avec un ardent désir d'en connaître davantage sur cette dame dont les fruits de sa folle entreprise sont encore aussi visibles et inspirants. Jeanne Mance, même toute jeune, elle avait comme, elle s'était donnée à Dieu. Hein? Puis ça, je pense que ça a été très profond parce que ça a duré toute sa vie. Hein? Alors, elle s'était consacrée à Dieu et puis elle n'a jamais été question, même une de ses sœurs voulait, vous savez, faire venir une communauté religieuse à Langres. Jeanne Mance, ça a été toujours, sa mission était vraiment laïque. Elle était de Langres, en France, de la Champagne française, et puis elle avait rencontré elle avait eu connaissance de l'histoire de la Nouvelle-France un peu, parce qu'elle a un cousin germain, qui a été missionnaire pas très longtemps ici au Canada. Alors, ça l'avait un peu, ça lui avait ouvert des horizons, je dirais. Puis elle aussi, elle avait entendu parler qu'il y avait des sœurs, des Françaises qui étaient rendues ici au Canada, à Québec. Alors, elle s'est dit, si il y a des femmes qui sont rendues à Québec, moi, je pourrais penser à peut-être aller aussi un jour. Alors, elle a rencontré des jésuites, puis qui connaissaient un peu le père Charles Allemand. Surtout, elle l'a rencontré à Paris, parce qu'elle est partie pour Paris en 1640. Elle a quitté Langres pour se rendre à Paris pour faire un peu voir comment elle pourrait se rendre en Amérique, en Nouvelle-France. Alors là, elle rencontre le père Charles Allemand, qui était procureur des missions au Canada. Alors, le père Lallemand trouve qu'elle avait la personnalité pour faire un travail semblable. Puis, elle a rencontré aussi un autre jésuite, le père Saint-Jure, qui lui a fait faire une retraite pour voir si elle était appelée à venir au Canada. Et puis là, il l'a beaucoup encouragée. Puis finalement, bien, après cette année qu'elle a passée à Paris, puis elle a rencontré beaucoup de personnes importantes, dont Madame de Bullion, qui a été celle qui, au fond, a été l'inspiratrice de son action ici. Elle a dit, « Mademoiselle, là où vous allez, est-ce que vous fonderiez un hôpital à mon nom? » Puis elle paierait toutes les dépenses. Hein, Alors là, Jeanne Mance, elle a discerné, parce que Jeanne Mance était très... Elle voyait loin, mais elle était très, je dirais, orientée aussi vers sa mission. Alors là, Jeanne Mance décide de partir pour la Nouvelle-France. Et là, on lui parle de ce qui se passait au niveau de la Nouvelle-France, surtout Ville-Marie,
c'était Monsieur Jérôme Leroyer, qui avait fondé la Société Notre-Dame de Montréal. Et puis là, M. Leroyer pensait envoyer des colons, hein, au fond, ici, à Montréal, à Ville-Marie, à ce moment-là. Et puis là, il avait rencontré M. Maisonneuve. Il fallait qu'il trouve quelqu'un pour... lui, il ne pouvait pas venir, il était père de famille. Alors là, il a choisi Maisonneuve. Quand Jeanne-Mance se rend, elle savait que M. Leroyer était à La Rochelle pour le départ des colons qui s'en venaient ici. Ça, c'était en 1641. Alors là, elle rencontre M. Leroyer. Puis, M. Leroyer, c'est assez intéressant. Il lui demande, M. Maisonneuve va s'occuper des choses du dehors. La colonisation, le défrichage, la guerre et tout ça. Et puis là, il demande, accepteriez-vous de s'occuper des choses du dedans? Je trouve ça intéressant parce que on peut dire que pour les femmes, on peut dire que c'est souvent les choses du dedans. Alors Jeanne-Mance a accepté, elle s'est inscrite dans la Société Notre-Dame de Montréal. Ils ont quitté La Rochelle au mois de mai 1641. Puis ça l'a traversé, a duré 3 mois, puis Jeanne-Mance est arrivée à Québec au mois d'août. Mais elle était sur un bateau avec 12 hommes puis un prêtre, puis peut-être une servante. Et puis M. de Maisonneuve, lui, était avec les colons dans un autre bateau, un autre navire. Alors quand ils se sont séparés à un moment donné, puis là, M. de Maisonneuve a eu des problèmes. Alors puis là, il était obligé d'accoster à des endroits. Puis là, il y avait des colons qui décidaient de ne pas y aller en Nouvelle-France. Alors là, ils perdaient du monde. Hein. Fait que là, à un moment donné, Jeanne-Mance était très inquiète quand elle est arrivée à Québec. Maisonneuve n'était pas là. Alors, elle a pris quand même les commandes, puis elle a mis les hommes au travail, puis ils ont construit des barques pour faire la venue à Montréal. Là. Alors, M. de Maisonneuve est arrivé seulement en septembre. Alors, ça veut dire que quand il est arrivé, bien, Jeanne-Mance avait quand même travaillé. C'est une femme d'initiative. Hein? Alors, puis là, bien, tous les gens de Québec disaient « Allez-vous-en pas à Montréal, c'était l'endroit où il y avait beaucoup de danger à cause des Iroquois. Hein? » Alors là, M. de Maisonneuve, c'est là la fameuse réponse qu'on a souvent donnée, qu'on a citée. C'est M. de Maisonneuve a dit « J'ai été demandé pour aller à Montréal. » Et même si tous les arbres de l'île étaient changés en autant d'Iroquois, il est de mon devoir d'y aller, je vais y aller. Alors, ils sont partis pour Montréal au mois de mai 1642. Pour nous aujourd'hui, il est difficile de prendre conscience de l'ampleur de l'aventure dans laquelle s'embarquaient ces héros de l'Évangile. Comment, de leur France natale, les hommes et des femmes ont-ils pu sentir l'appel à venir s'établir dans ce qui était encore que quelques arpents de neige? Le 2 février 1630, donc Jérôme, né en 1597 à 33 ans, après la messe qu'il a suivie dans l'église paroissiale, décide de consacrer sa famille à la Sainte Famille, le jour de la purification. Et là, il a une vision, il sent profondément que Dieu lui parle et lui demande de fonder une congrégation de religieuses pour le service des pauvres et des malades, ici à la Flèche, où il est, et aussi en Nouvelle-France. Il se demandait comment il allait faire tout ça. Et il va rencontrer aussi, pour atteindre l'objectif qui lui avait divin, la rencontre avec Jean-Jacques Ollier, le fondateur des Sulpiciens. Ça, c'est une rencontre importante. C'est comme si on avait un grand puzzle et puis que les pièces se mettaient en place petit à petit. Jérôme Leroyer rentre dans un lieu où est Jeanne-Mance. Ils se reconnaissent, ils ne se sont jamais vus. Ils se reconnaissent, ils se parlent. Et quand ils se parlent, ils ont l'impression de s'être toujours connus. Et Jérôme Leroyer reconnaît en Jeanne-Mance la personne qu'il cherchait et c'est presque réciproque. Elle est engagée tout de suite. C'était la personne providentielle pour Jérôme, mais surtout pour la mission qui lui avait été confiée. Dans le fond, ils ont une mission de Jérôme Leroyer de la Dauversière.
et ils sont loyaux face à cette mission. Alors, ils ne veulent pas ni changer quelque chose à cette mission-là, ni l'altérer. Alors, ils veulent vraiment être honnêtes et c'est leur engagement. Ils sont venus pour cela et ils vont tenir bon dans ce contexte. Alors, c'est la question iroquoise, la crise iroquoise, c'est en termes de menaces. C'est sûr, quand elle a été mandatée par Mme de Bullion, là, qui voulait qu'elle bâtisse un hôtel-Dieu, qu'elle fonde un hôtel-Dieu, c'est sûr que c'était le soin des malades qui s'orientait vers ça, mais elle était avec M. de Maisonneuve, là, il y avait une collaboration tellement extraordinaire. Puis souvent, Jeanne-Mance prenait les initiatives. Quand on a eu le péril iroquois là, en 1649, là, vous savez, les Iroquois avaient fait mourir une partie des Hurons. Là. Alors là, ils avaient, les gens voulaient partir de Montréal. C'était plus vivable. Alors là, c'est Jeanne-Mance qui a dit à M. de Maisonneuve, « Moi, j'ai de l'argent qui est placé en France pour l'Hôtel-Dieu. Mais s'il n'y a pas de ville, s'il n'y a pas de colonie, il n'y aura pas d'Hôtel-Dieu. Sauvons la colonie. » Les gens de la France, les missionnaires, les colons, se regroupent, vivent ensemble, en un seul endroit, le moins s'éparpillé possible. Donc, on n'était pas pour la question de fonder Ville-Marie sur l'île de Montréal. Puis ils ont pris l'argent, les 22 000 livres, pour que Maisonneuve fasse une recrue pour ramener des hommes, parce que là, c'était vraiment en danger. Là, hein. Elle qui était habituée au contact avec les Jésuites, elle avait appris à discerner, à savoir que quand Paul Chemédé de Maisonneuve a traversé en 1653, il avait aussi besoin d'argent pour engager des recrues. L'argent qui lui avait été donné pour la construction de l'hôpital. Alors, pour elle, dans son raisonnement, c'était une avance qui lui serait remise et elle a pris la décision d'avancer cet argent-là à Paul Chemédé de Maisonneuve, avec confiance en la volonté de Dieu et avec aussi un souci, un sens de faire ce qu'elle avait à faire. Jeanne-Mance prenait des initiatives à 3 reprises. Hein. Elle a sauvé Montréal pratiquement, parce qu'elle est allée en France à 3 reprises. Elle a fait 3 voyages en France quand elle était ici. Alors, en 1649, pour la Société Notre-Dame de Montréal était un peu... ça n'allait pas bien, tout ça, puis elle était inquiète parce que il ne dépendait pas du roi, là, le groupe de Montréal, il dépendait de la Société Notre-Dame. Alors, Jeanne-Mance, elle a vu que si la Société Notre-Dame de Montréal n'existait plus, ça aurait été vraiment un inconvénient pour la mission. Hein. Alors, elle est allée, puis là, M. Oulier, qui était le fondateur des Prêtres de Saint-Sulpice, a pris la direction de la Société Notre-Dame. Et puis là, Jeanne-Mance, elle a pu continuer l'œuvre avec les colons qui étaient ici. Puis, elle est tournée aussi en 1658, elle est allée chercher les 3 sœurs, puis elle est revenue. Puis, en 1662, elle est retournée une autre fois. Là, c'était que la Société Notre-Dame n'était plus vraiment beaucoup en activité parce qu'il restait seulement 5 personnes qui faisaient partie de la Société. Alors là, Jeanne-Mance, elle a travaillé pour que... c'est à ce moment-là que les Sulpiciens ont pris la relève. Ils sont devenus les seigneurs de l'île. Alors, c'est vraiment... Elle a parcouru, je dirais, toutes les étapes, là. Hein? Elle avait toute initiative pour s'occuper sur place de l'Hôtel-Dieu. Et puis, Paul Chemédé de Maisonneuve, lui, était là sur place pour l'aider, pour assurer sa sécurité et la sécurité des colons qui avaient été engagés par Jérôme Le Royer. C'est fabuleux comme départ, c'est une épopée. Alors, si on veut aller un petit peu plus loin rapidement, on voit bien qu'ici à Montréal, il y a un certain nombre de lieux où on sent bien qu'il y a le souvenir de moments forts de la colonie où tout a failli basculer.
C'est là que je vois la beauté de la collaboration entre l'homme et la femme. Hein. Ça se complète. Hein. Alors, Jeanne Mance, souvent, elle parlait à Maisonneuve, et là, comme le fait que je vous ai raconté, elle disait il faut faire quelque chose. Puis là, Maisonneuve, bien, il entrait dans le projet. C'est ça qui est beau, moi, c'est ça pour la part de Jeanne Mance. Puis, vous savez, elle a travaillé dans un milieu d'hommes. Il n'y avait pas beaucoup de femmes à ce moment-là. Hein. Mais le Seigneur l'avait préparée. Elle était d'une famille de 12 enfants, dont 6 garçons, 6 filles. Alors, elle était habituée, elle était avec... quand elle a pris le bateau, elle était sur le bateau où il y avait 12 hommes, là, bien, elle les trouvait comme ses frères. Hein? Puis c'est ça qui était formidable. Là. Puis, elle a toujours était confidente aussi de bien des colons qui s'ennuyaient. Hein? Les colons étaient seuls, il n'y avait pas... Ils sont rares, ceux qui avaient une épouse. Là, hein? Alors, Jeanne Mance a toujours été attentive. Puis même quand il y avait des Français là, qui se faisaient tuer par les Iroquois, bien, elle recueillait les orphelines. Fait qu'elle était un peu à la fois mère aussi, hein, mère puis intendante de la colonie. Alors, puis moi, c'est sa détermination, elle voyait clair. Puis quand elle voyait le danger, tout ça, vous savez, pour ça que quand Montréal l'a nommée en 2012 fondatrice de Montréal, à l'égal de Maisonneuve, on a fait remarquer qu'elle s'était occupée de la consolidation de la colonie et aussi du sauvetage de la colonie. Hein. À l'époque aussi, c'est bien sûr que c'était plus évident que ce soit un homme. Alors, bon, c'est Paul Chemédé qui avait le leadership. Ben là, puis ils n'ont jamais été en conflit. Ça a toujours été d'une belle entente, d'une belle connivence, d'une belle complicité pour mener les choses. D'ailleurs aussi, quand est arrivée Marguerite Bourgeois en 1653, ils ont formé un très beau triumvirat, très beau, bel ensemble, bel équilibre de gens généreux avec l'éducation, la protection civile et militaire et les soins hospitaliers. On avait vraiment là, les éléments pour fonder une belle société que nous devenons un peu plus à chaque jour ou que nous sommes devenus. Je préfère parler de fondatrice à l'égal. Pour être à l'égal, c'est qu'elle est aussi fondatrice. Sinon, c'est Paul Chemédé de Maisonneuve qui est cofondateur. À l'égal, ils sont les deux. Parce qu'ils ont tenu le leadership de la petite colonie. Il semble que ce soit des gens qui étaient bien disposés, qui ont fait un bel esprit communautaire s'inspirant de Actes des Apôtres au chapitre 2. Après presque 375 ans, il est toujours possible de voir les traces architecturales et toponymiques de la venue de la vénérable Jeanne Mance en Nouvelle-France. Mais comment peut-elle toujours inspirer notre vie intérieure et redevenir le modèle qu'elle fut pour des dizaines de générations qui nous ont précédés? On aime cette femme-là, on admire cette femme-là, qu'on la connaisse juste un peu, à peine. On sait, que ce soit par intuition, par renseignement, son rôle d'infirmière et première infirmière à Ville-Marie, on l'aime, on l'admire. Effectivement, il y a des noms de rues, des noms de places, des noms de parcs, des noms d'écoles secondaires qui nous réfèrent à Jeanne Mance. Ça signifie aussi à quel point on pouvait l'admirer et la proposer comme modèle aux citoyens et jusqu'en ce 21e siècle. Elle n'est jamais rentrée hospitalière, religieuse hospitalière de Saint-Joseph. Ce qu'elle aurait pu faire, quand les 3 premières sont arrivées, elle aurait pu le faire. C'est pas nécessaire, c'est pas ça qu'elle ressentait. C'est pas l'appel qu'elle ressentait. Alors, c'est plus clairement laïque qu'elle est restée. Et son message et son action, son modèle, c'est en tant que laïque, qui s'inspire, je me permets l'anachronisme, des textes du Concile sur l'apostolat des laïcs. Ce qui s'est passé au XVIIe siècle, c'est quelques décennies après le Concile de Trente, où le clergé a travaillé à une réforme avec des hauts et des bas, avec un certain essoufflement, où on a connu des grands saints prêtres de Vincent de Paul, François de Sales, mais c'était un siècle aussi d'apostolat de laïcs.
l'aventure, la folle aventure de Ville-Marie, c'est le fait d'apostolat de laïque. Qu'on ait voulu en faire une communauté évangélique à la manière de Actes des Apôtres 2, c'est aussi une intuition, une idée de spiritualité laïque. Aujourd'hui, quelques décennies après le Concile Vatican II, où le clergé est aussi assez décimé et essoufflé, il y a de la place, c'est le temps de l'apprendre, il y a de la place pour l'action des laïcs et d'une spiritualité, d'un souci pastoral qui surgit de la spiritualité laïque. Alors je pense qu'on arrive aussi à une similitude entre ce qui s'est passé au XVIIe siècle, particulièrement en France, et après le Concile de Trente, et ce qui pourrait se passer un peu partout dans le monde maintenant, avec les moyens de communication puis l'instantanéité des événements. D'abord, si la communauté s'est installée à Montréal, on le doit à Jeanne Mance parce que les sœurs n'étaient pas prêtes. Les sœurs, même si M. Leroyer voulait envoyer des religieuses à Montréal, c'était pas le temps, là. Alors, c'est Jeanne Mance qui a ouvert les voies. Alors ça, je trouve que... Puis c'est une belle collaboration laïque-religieuse. Les religieuses hospitalières ont toujours voué. Moi, quand je suis entrée en communauté, j'ai toujours été touchée par la dévotion des sœurs hospitalières envers Jeanne Mance, puis envers les premières sœurs, là, bien sûr. Puis c'est un peu, j'ai hérité ça, là, cet amour de Jeanne Mance. Je pense que je l'ai hérité de celles qui m'ont précédée, là. Oui. Puis après ça, bien, la communauté justement, Jeanne Mance est décédée en 1673. Et puis là, bien, c'est les sœurs qui ont, au début, ça a été administré quelque temps par les Sulpiciens, mais après ça, c'est les sœurs hospitalières qui ont pris l'œuvre de Jeanne Mance, puis qui l'ont conduit jusqu'à nos jours, hein? Alors, c'est une œuvre extraordinaire. Puis, quand on a fondé les écoles d'infirmières, Jeanne Mance devenait un modèle aussi pour les infirmières. C'était très fort chez Jeanne Mance, la volonté de Dieu. Mais qui nous parle de la volonté de Dieu? Il y a des personnes, mais il y a aussi des événements. Elle vivait la spiritualité de l'événement. Et je trouve ça beau parce que nos vies sont peuplées d'événements. Hein? Une fois, justement, le cardinal Turcotte disait quand on rencontre des pierres sur la route, on prend le champ. Souvent, le champ va devenir peut-être un chemin. Hein? Alors, Jeanne Mance, c'était très, très fort chez elle. C'était une femme très, très sage aussi. Quand Madame de Bullion, par exemple, lui demande pour venir fonder un hôpital, elle répond, bien, je vais réfléchir. Puis là, elle consultait tout le temps. Puis elle avait le Père Saint-Just, qui était son conseiller spirituel. Alors, elle prenait des informations. Vous savez, elle ne marchait pas à la légère. Elle était vraiment... c'est une femme d'un bel équilibre. C'est pour ça que c'est un beau modèle pour les laïcs, parce qu'elle est restée, comme on dit, là, hein, elle est restée laïque. Alors, c'est un très beau modèle. Puis, dans le travail que je fais là, pour la promotion de Jeanne Mance, les gens sont très impressionnés quand ils la découvrent. Là, hein. Ça m'émeut souvent. Comme vous avez pu le constater dans ce reportage, la vénérable Jeanne Mance est un exemple de dévouement, mais également de leadership dans le fonctionnement de ce qui n'était encore à l'époque qu'une fragile colonie. Espérons que son témoignage en inspire plus d'un sur ce chemin du don de soi. Je suis Francis Denis pour l'émission Focus catholique. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.